Okay, I think we're ready to get started. Bien, je crois qu'on va bientôt pouvoir commencer. Tout le monde a pu s'asseoir, oui, très bien. Bonjour. Je travaille donc pour le bureau de Paris de Bloomberg News et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cass Robertson-Stein qui donc est professeur à l'université de Harvard en charge du programme de droit et de politique publique. Comme vous le savez, effectivement, il a travaillé pour l'administration d'Obama dans le bureau des informations et des affaires réglementaires. C'est également un écrivain qui a rédigé un certain nombre d'ouvrages, notamment un l'année dernière sur, je crois, la perception mondiale de la guerre des étoiles. C'est également un co-rédacteur de l'ouvrage de 2008 sur les nudges, sans lequel, je crois, eh bien, il n'aurait pas été possible d'organiser ce forum aujourd'hui, puisque c'est un petit peu le parrain, finalement, de ce mouvement qui est l'économie comportementale. Bien, donc je vais directement laisser la parole à Cass Sunstein. Très bon. OK, so slides. Bien, alors, est-ce qu'on a la présentation PowerPoint d'afficher? Je pense qu'il vaut mieux effectivement les avoir à l'écran. Bien. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, c'est qu'on va essayer de vous montrer quelques exemples un petit peu. En Allemagne, une expérience naturelle a été lancée il y a quelques années. Il y avait deux communautés allemandes qui devaient participer à un programme d'énergie verte. Et il y avait effectivement beaucoup de communautés qui ne participaient à ce type de programme à l'époque. Généralement, les Allemands, effectivement, souhaitaient participer à des programmes d'énergie verte et pourtant, il n'y avait pas un fort taux de participation. Au contraire, la participation était très faible. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que justement ces deux communautés avaient accès à l'énergie verte? Eh bien, probablement parce que ces deux communautés avaient un parti écologiste actif ou avaient alors été sensibilisés à la question écologique ou alors avaient des groupes environnementaux qui étaient bien organisés, peut-être avec un certain intérêt économique derrière. Donc ce sont des arguments qu'on pourrait effectivement avancer, mais finalement, ce n'est rien de tout cela. La raison pour laquelle ces deux communautés avaient effectivement accès à l'énergie verte, eh bien, c'était tout simplement parce que ces communautés avaient automatiquement inscrit leurs participants, les membres de leur communauté, à des programmes de consommation verte et donc personne n'avait fait l'effort de changer de contrat. Et donc, ainsi, tous les membres de cette communauté avaient participé à ce programme. On avait également demandé à des personnes en Allemagne s'ils souhaitaient donc rejoindre ce contrat et contracter donc à ce programme d'énergie verte, mais en leur disant que ça allait coûter plus cher. Et donc 6,8% de ces personnes ont souhaité rejoindre donc ce programme. Et il se trouve que parmi ces 6,8%, eh bien, il y avait parmi eux effectivement des membres du parti écologiste. Mais si on reprend nos deux groupes qui ont été inclus à ce programme automatiquement, si on leur dit, bon, effectivement, ce programme, ce sera un peu plus cher, est-ce que vous souhaitez effectivement vous désinscrire? Eh bien, lorsqu'on leur a posé cette question, 70% des Allemands ont décidé de rester et de ne pas changer de contrat. Et donc, c'est une augmentation de 70%. Donc, finalement, ce qui était important ici, c'était la question qui leur était posée. On a réussi à orienter ces personnes-là vers des contrats de consommation verte, simplement en leur posant la bonne question. Donc, si on inscrit les personnes de manière automatique, eh bien, généralement, on obtient des résultats très positifs. Si vous prenez votre ordinateur ou votre téléphone, par exemple, je suis sûr qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont été mis en place de façon
automatique que vous n'avez jamais modifié. Et si effectivement les paramètres avaient été différents, vous ne les auriez pas changés non plus. Donc là, je vous montre effectivement le pouvoir de la règle de par défaut. À savoir, moi effectivement, j'ai commencé cette conférence en étant assis, mais je suis resté assis alors que finalement, je vous vois beaucoup mieux si je me tiens debout. Alors, quelques nouvelles importantes. Je vais donc vous parler aujourd'hui des nudges, de la règle par défaut. Nous avons réalisé des études dans 18 pays différents. La plupart sont des pays européens et les États-Unis. Et il semblerait que les Européens et les Américains sont très enthousiastes lorsqu'il s'agit des nudges. Ils répondent très bien aux nudges. Généralement, lorsqu'il s'agit de faire des économies, lorsqu'il s'agit d'utiliser l'information, de sensibiliser la population, les Allemands, les Français, les Italiens, les Américains et des citoyens de beaucoup d'autres pays sont effectivement en faveur de ce type de mesures. Et la plupart des pays démocratiques réagissent de la même manière. Alors, il y a trois exceptions, le Danemark, la Hongrie et le Japon. Ces populations sont peut-être un peu moins optimistes, un peu moins enthousiastes que l'Allemagne, la France, l'Italie et les États-Unis. Et si vous prenez effectivement la Chine et la Corée du Sud, eh bien là, il y a un taux d'enthousiasme qui est extrêmement élevé. Si effectivement on est autour de 70-75% en France, par exemple, eh bien en Chine ou en Corée du Sud, ce taux atteint les 90-95%. Donc il y a finalement un consensus mondial qui montre que effectivement ce genre d'outils de coups de pouce, finalement, sont peut-être les techniques les plus efficaces pour évoluer. Nous répondons effectivement très bien à ces outils, même lorsque les populations ne sont pas très favorables aux mandats, aux obligations, aux interdictions qui finalement vont vous amener à vous comporter de la même manière. Eh bien, vous allez réagir beaucoup moins bien que si finalement on vous donne simplement une légère incitation, on vous positionne vers une certaine inclination. Alors dans ce cas-là, vous allez réagir beaucoup mieux que si on vous donne une obligation d'agir de telle ou telle manière. Donc, il semblerait que il y ait quelques différences, effectivement, au niveau international, mais de manière générale, il y a un niveau d'enthousiasme et d'accord qui est extrêmement élevé, et ce, dans de nombreux pays démocratiques. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous parler effectivement de mon pays, les États-Unis, puisqu'effectivement, je ne suis pas du tout italien, comme vous l'avez bien compris. Donc, vous savez qu'effectivement, il y a un secteur du tabac aux États-Unis qui est très puissant, et ce, malgré le nombre de décès très importants que le tabagisme a pu causer. Nous avons également dû mettre en place des réformes donc, sur le tabagisme, sur les cartes de crédit, sur les réformes financières, sur les émissions de gaz à effet de serre. À chaque fois, on s'est demandé effectivement pour ces réformes s'il était nécessaire de mettre en place des politiques qui ne sont pas effectivement qui ne font pas polémique, qui permettent d'obtenir l'accord de tous. Ce sont peut-être des politiques qui sont des mesures qui sont peut-être plus douces que certaines contraintes ou sanctions qui viseraient justement à aller dans la même direction. Et généralement, ce sont ces politiques-là qui sont les plus efficaces. Alors, si on reprend la règle par défaut, ici à l'OCDE, une expérience a été mise en place avec les thermostats, la manière dont les thermostats étaient réglés. Si on diminue les thermostats d'1 degré Celsius l'hiver, donc si la température était un peu plus froide que d'habitude, eh bien, le simple fait de réduire ces thermostats d'1 seul degré, eh bien, finalement, on épargnait et on économisait beaucoup d'énergie et on réduisait énormément les émissions. Et donc, le simple fait
diminuer ce thermostat d'1 degré, ça a eu un impact très important sur les populations. Mais si on diminuait les thermostats de 2 degrés, il y avait une résistance bien plus importante de la part des populations testées, puisque au contraire, les employés avaient tendance à augmenter le thermostat, puisqu'ils avaient l'impression d'être vraiment, d'avoir trop froid, alors que la température était finalement 1 degré moins était seulement d'1 degré de moins par rapport à l'autre expérience. Donc, dans certains pays, lorsque l'on prend par exemple la question des pourboires, lorsque vous donnez un pourboire, par exemple, à un chauffeur de taxi, la plupart du temps, on laisse 15% de pourboire. Donc, si vous laissez, par exemple, la possibilité de donner un pourboire automatique de 15, 20, 30% plutôt que de 0, eh bien, généralement, on a tendance à donner plus facilement des pourboires. Vous pouvez très bien rentrer 0 dans la case qui est allouée pour les pourboires, mais généralement, si vous mettez automatiquement 15%, eh bien, vous allez avoir tendance à donner un pourboire, ce que vous ne faites pas forcément si on vous pose directement la question sans vous proposer une raison automatique. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement la règle par défaut. Donc, ici, effectivement, il s'agissait des pourboires, mais ça peut aussi être le cas également pour les thermostats ou pour les politiques économiques. Il semblerait que si vous proposez une réponse automatique, si vous avez une réponse par défaut, eh bien, généralement, on obtient de meilleurs résultats. Puisque souvent, on est très occupé, on ne prend pas le temps de modifier nos paramètres ou les facteurs dans lesquels nous vivons. Donc si, par exemple, vous avez ce thermostat qui affiche une température particulière, eh bien, vous indiquez un signal aux personnes, vous montrez à la personne comment est-ce qu'elle doit réagir. Donc, il semblerait que nous sommes plus ou moins conditionnés pour réagir d'une certaine manière. C'est un petit peu comme les singes, par exemple. On a essayé effectivement de plusieurs expériences et on va essayer de lancer une expérience ici. Donc, on va dire que, par exemple, la moitié de cette salle, vous allez devoir vous allez devoir, par exemple, donner 10 € et l'autre moitié de la salle, vous allez recevoir 10 €. Donc, il y aura la moitié de la salle, effectivement, qui, à la fin de la réunion, sera plus riche et l'autre moitié qui sera plus pauvre. Alors là, bien sûr, tout ça, c'était faux. Mais si vous, effectivement, vous avez pensé que vous alliez perdre 10 €, j'ai pu voir qu'effectivement, tout d'un coup, vous avez ressenti de la colère et de la tristesse. Alors que ceux qui pensaient recevoir 10 €, eh bien, bon, vous étiez un peu surpris, mais vous étiez malgré tout heureux. Donc finalement, le simple fait de perdre quelque chose, ça a un impact bien plus important plutôt que de gagner quelque chose. Ça, c'est important en termes de politique. Si, par exemple, un enseignant disait à ses élèves que si les élèves travaillent bien à la fin de l'année, eh bien, leurs notes seront augmentées, alors que si au contraire, le professeur dit, eh bien, au début de l'année, je vais vous prendre, par exemple, 10 €. Si jamais vos résultats s'améliorent à la fin de l'année, eh bien, vous allez récupérer cet argent. Mais si vos résultats ne s'améliorent pas, vous allez le perdre. Eh bien, tout d'un coup, c'est beaucoup plus efficace auprès des étudiants. Ils vont vouloir améliorer leurs résultats. Donc, généralement, un résultat négatif, une perte, effectivement, ont des impacts plus importants sur les populations. Alors, généralement, lorsque vous prenez par exemple un produit, vous aurez le nombre de calories qui est inclus dans chaque produit, donc que ce soit du chocolat, une canette de soda ou bien un hamburger. À chaque fois, vous aurez le nombre de calories.
Et très souvent, on considère que ce type de politique est complètement inefficace parce que soit on ne comprend pas ce genre d'informations, soit les personnes ne s'y intéressent pas du tout. Mais finalement, les personnes les plus obèses répondent énormément à ce type d'indications. Mais les personnes qui n'ont pas de problème de poids ne répondent pas de manière efficace à ce type d'information. Et ça, c'est normal puisque eux n'ont pas de problème de poids. Les personnes obèses, en revanche, répondent bien à ce type d'informations concernant les calories, peut-être pas autant que les personnes qui sont très obèses. Donc, cela montre bien que cette politique fonctionne finalement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les hommes obèses qui répondent énormément à ce type d'informations et pas tant les femmes. Alors, c'est peut-être que parce que les femmes ont perdu tout espoir de perdre du poids, mais de manière générale, en tout cas, la population ciblée répond bien à ce type de politique. Alors, ici, vous avez 5 domaines dans lesquels nous pouvons mettre en œuvre des politiques d'économie comportementale. Donc la pauvreté, le chômage, l'alcool, la consommation de drogue. En Irlande, eh bien, il y a 3 décès par jour qui sont dus à la consommation d'alcool. Et le tabagisme, puisque des millions de personnes décèdent chaque année suite à leur consommation de tabac. L'énergie, l'environnement et les maladies mentales également. Alors, comment pouvons-nous intervenir dans ces domaines? Donc, je pense que l'OCDE, c'est peut-être le meilleur endroit finalement pour parler de cette économie comportementale, puisque nous avons lancé un certain nombre de projets ici avec les équipes de l'OCDE. Et je dois dire que c'est tout à fait opportun de parler d'économie comportementale aujourd'hui, et notamment de sciences psychologiques. Sachez qu'effectivement, dans le journal de sciences psychologiques, la prochaine édition, il y a une étude qui va être publiée, que j'ai rédigée avec 14 autres co-auteurs, qui essaie justement de voir quel est l'impact de ces interventions, de ces politiques d'économie comportementale par rapport aux politiques dites traditionnelles. On essaie de voir justement quel est leur impact et est-ce que ces politiques sont rentables. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une équipe qui travaille dans votre gouvernement, dans votre administration, sur justement ce type de politique comportementale, mais vous pouvez aussi avoir tout simplement des individus qui recherchent qui font des recherches dans ce domaine. Moi, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler auprès du président Obama. On avait toute une équipe. On avait essayé justement de mettre en œuvre des politiques comportementales. Et ça, effectivement, ça a été tout à fait remarquable puisque je pense que nos politiques ont été tout à fait efficaces. Alors, en 2011, le président Obama a donc mis en œuvre une constitution pour les affaires réglementaires qui est toujours donc en application. Le but, c'est à la fois donc d'adopter le principe de la règle par défaut et également la protection des informations. Chaque gouvernement doit identifier et considérer des approches réglementaires qui visent à réduire le poids posé sur les épaules des citoyens et apporter plus de flexibilité et de liberté. Et il faut notamment prendre en compte la règle par défaut ainsi que les différentes dispositions quant à la disponibilité des informations que l'on donne au public. Donc, vous savez que on a pu notamment utiliser ces outils de conditionnement de comportement dans le cadre de la crise d'Ebola, par exemple. On a réussi à obtenir
des résultats concrets grâce à ce type de politique. Ici, vous avez effectivement un ordre exécutif du président Obama qui date de septembre 2015. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui est en vigueur. Il ne semblerait pas que le président Trump souhaite l'abroger. C'est un mandat donc qui nous pousse à utiliser la manière dont les individus interagissent et réagissent à ce type de politique. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, si on reprend effectivement les différentes anecdotes, les différentes études qui ont pu être réalisées jusqu'à présent, on retrouve dans chaque civilisation un poème, une prière, un haïku. Dans mon cas, effectivement, c'était plus une prière que l'on récitait tous les matins, à savoir que les êtres humains sont des êtres rationnels, qui sont capables de faire des calculs mathématiques, qui répondent à un certain nombre d'incitations. Et donc, le but, c'est d'améliorer ces incitations, d'améliorer ces coups de pouce lorsque l'on met en œuvre des politiques. Et ça, c'est quelque chose que les gouvernements du monde entier doivent prendre en compte. C'est une méthode de travail auquel, je pense, sur laquelle il nous faut nous pencher. Alors, il y a 4 objections que je souhaite mentionner ici, à savoir que les êtres humains ont une capacité d'attention limitée, que ça c'est vrai effectivement aussi bien en ce qui concerne leur capacité à faire des économies, leur capacité à gérer leur vie professionnelle ou simplement avoir un rendez-vous chez le médecin. On sait également qu'il y a un biais qui doit être pris en compte. Ce qui importe effectivement, c'est aujourd'hui et non pas l'avenir, puisque l'avenir, c'est un pays étranger, c'est une région que l'on ne connaît pas, on n'est même pas sûr effectivement que l'on va visiter cette région. Donc il faut se concentrer sur le présent. Donc il y a un biais sur l'immédiat, sur le présent. Par ailleurs, on sait également que les personnes ne réagissent pas toujours très bien avec la probabilité. Je sais que lorsque effectivement la crise Ebola générait énormément d'inquiétudes, je sais que à l'époque effectivement il y avait même si effectivement à l'époque il y avait une plus grande probabilité d'épouser une star de cinéma plutôt que de mourir de l'Ebola, et pourtant effectivement il y avait beaucoup d'inquiétudes. Tout le monde disait oui, non, effectivement j'ai peur de toucher, d'attraper l'Ebola, alors que les probabilités finalement étaient très faibles. Par ailleurs, même si effectivement il y a une probabilité de 95% de ne pas avoir d'accident, malgré tout, on sait que les gens ont tendance à être pessimistes et donc considérer que leurs probabilités sont peut-être plus importantes qu'elles ne sont vraiment. Alors ce qui est important, c'est donc la règle par défaut. C'est quelque chose que je répète. Simplement, je vais essayer de faire en sorte que vous restez avec moi, que vous faites bien attention effectivement à ce qui se passe. On sait également que les incitations ne sont pas toujours forcément importantes. On sait également que l'architecture du choix est très importante. L'architecture du choix, c'est quelque chose qui est inévitable et qui est véritablement important. Je vais vous donner quelques exemples. Si, par exemple, vous mettez de la nourriture dans un emballage vert, eh bien, vous avez les personnes qui peut-être considèrent que l'environnement est quelque chose de très important, eh bien, auront tendance à prendre cet emballage, même si, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est simplement du chocolat. Si, par ailleurs, vous
avez tendance à signer un formulaire avant même de l'avoir lu, eh bien sans doute que vous allez passer pour quelqu'un d'honnête, alors que si vous signez ce formulaire à la fin, eh bien pas forcément, on ne pensera pas forcément de vous que vous êtes honnête. They're avoiding a wrapper. Et c'est également impossible de ne pas tenir compte de ces tout petits éléments tels que l'emballage, par exemple, la couleur de l'emballage. L'aspect de la simplicité est également très important. Je crois qu'il serait sage de la part de n'importe quel gouvernement de viser une simplification à raison de 20% environ de toutes les procédures existantes. Mais j'y reviendrai dans un instant. Voici une représentation visuelle qui fait écho avec le Royaume-Uni, le Danemark, les États-Unis et d'autres pays et qui rend compte des résultats obtenus lorsque l'on inscrit automatiquement des salariés à des programmes de retraite ou d'épargne, par opposition à ce qui se passe quand on procède autrement et qu'on leur dit qu'ils ont la possibilité de s'inscrire d'eux-mêmes. Et ce qu'on constate, c'est que quel que soit le niveau de revenu, du plus faible au plus élevé, cet effet de la règle par défaut que l'on constate donc en rouge ici avec l'inscription automatique se fait sentir. Et bien entendu, il y a toutes sortes de contextes dans lesquels cela est avéré. Lorsque je travaillais au sein de l'administration Obama, j'entendais souvent l'argument suivant qui m'étonnait quelque peu. Il ne s'agissait pas d'éliminer telle ou telle réglementation, mais d'être plus clair sur ce que nous essayons de faire. Voici un graphique qui montre les étapes successives d'une procédure gouvernementale. Et je mets au défi quiconque de comprendre comment cela fonctionne, à moins que vous ne soyez un génie. Et là, il ne s'agit pas du formulaire à remplir, il s'agit simplement des étapes successives qui doivent être suivies et qui débouchent finalement sur l'impossibilité pour les malheureuses jeunes personnes concernées de pouvoir s'inscrire à l'université, ce qui n'était certainement pas le résultat visé, escompté. Pour essayer de mieux saisir cette notion de nudge, imaginez un GPS. Celui-ci permet de façon utile d'apporter des éclaircissements, des orientations quant à la façon d'arriver à l'endroit où l'on désire se rendre, et qu'il s'agisse de santé, de finances, de sécurité ou d'autres aspects. Souvent, le problème qui se pose est que les autorités nationales ne proposent pas l'équivalent d'un GPS. Alors, tous les hommes de la salle reconnaîtront un urinoir. Pour les femmes qui sont parmi nous, eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas n'importe quel urinoir. Il s'agit d'une photo qui a été prise aux Pays-Bas et où des mouches ont été représentées, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour réduire les problèmes de manque de précision qui ont effectivement été résolus à hauteur de plus de 40%. Car il semblerait que les hommes soient dans l'incapacité de s'abstenir d'essayer de viser la mouche. Et vous pouvez vous représenter cet exemple comme illustrant l'importance de l'attention. Dans les aéroports, il y a sans doute des problèmes plus importants qui se posent, mais parfois des problèmes très graves se font jour parce que l'équivalent d'une mouche n'est pas représenté. Alors, c'est un ami allemand qui m'a envoyé cette image. Il semblerait que ce soit une vraie carte postale. Je ne parle pas allemand, mais je crois avoir compris l'intérêt de ce dessin, malgré cela. Voici un panneau que l'on trouve au Royaume-Uni. Ramenez vos déchets chez vous, d'autres le font. Le Royaume-Uni a pu faire baisser à raison de dizaines de milliers de patients l'utilisation des antibiotiques en signalant aux médecins qui prescrivaient trop d'antibiotiques qu'ils étaient dans les 10%
qui prescrivait le plus souvent ces médicaments, ce qui a permis d'obtenir de bons résultats. Autre exemple, toujours du Royaume-Uni, le fait de signaler à ceux qui ne payaient pas leurs impôts qu'ils faisaient partie justement d'une petite minorité de personnes qui enfreignaient la loi et qui ne payaient pas leurs impôts. En général, les gens ne souhaitent pas se voir dire qu'ils font partie d'une minorité qui ne les attire pas. Voici un dessin qui représente la cafétéria axée sur ces encouragements subtils, donc sur le nudging. Il y a des enfants qui souffrent d'obésité, mais qui ne réagissent pas face aux différentes approches mises en œuvre. Celle qui est représentée ici est très simple. Il s'agit de disposer les choix, les options successives qui sont proposées à chaque enfant, en commençant par les aliments les plus sains ou les boissons les plus saines et en allant vers les choses, disons, qui sont moins bonnes pour la santé à mesure que l'on avance. Il s'agit d'illustrer cette façon d'éviter toute coercition tout en mettant en avant les décisions optimales. Et il faut donc pouvoir tenir compte de ce souhait de voir préserver sa liberté de choix, de ne pas se voir imposer les décisions que l'on souhaite prendre pour obtenir de bons résultats. Donc, les 10 règles du nudge, vous avez donc les règles par défaut, la simplification, l'information, les mises en garde et les rappels. Alors, les rappels sont souvent oubliés. Et il s'agit pour autant d'une façon particulièrement efficace de faire évoluer les comportements lorsqu'il s'agit de santé ou de finances, notamment. Souvent, le problème est dû au fait que les gens ont du mal à garder en tête tous les aspects différents auxquels ils doivent réfléchir en même temps. Et aux États-Unis, nous avions fait l'expérience pour essayer d'éviter les paiements tardifs ou les phénomènes d'utilisation excessive, au-delà du forfait par exemple pour un téléphone portable, consistait à envoyer un message de nature fiscale, donc en disant attention, vous êtes sur le... Pardon, un message, un texto plutôt, qui mettait en garde les utilisateurs quant au fait qu'ils étaient sur le point de dépasser leur quota. Alors, quand il s'agit de faire un choix, vous êtes combien dans cette salle à réfléchir sérieusement à la possibilité d'acheter une automobile cette année? Vous n'êtes pas obligé de lever le doigt grâce à la personne qui vient de se porter volontaire. J'imagine que pour le reste des participants, vous aimez beaucoup la voiture que vous avez déjà. Mais peut-être que le fait même d'avoir posé cette question a suffi à augmenter le nombre de personnes qui envisagent éventuellement d'acheter une automobile. Le simple fait de poser une question met en lumière la question posée et peut ainsi faire évoluer les comportements. Quand il s'agit donc des peines de prison ou encore de condamnation pénale, par exemple, il ne s'agit plus de nudging. Mais je voudrais terminer en vous donnant 2 exemples tirés de ma propre expérience. Je dois vous avouer qu'il y a une mesure réglementaire qui me fait presque pleurer. Il s'agit du programme du pardon. Et il y a d'autres programmes qui s'inspirent de cette approche et qui permettent aux enfants de familles démunies qui n'ont pas de ressources financières d'obtenir un repas consistant, nourrissant, gratuit à l'école, petit déjeuner ou déjeuner. Le problème étant très souvent que simplement les enfants concernés ne sont pas inscrits. Alors les raisons à cela pourraient être multiples. Les parents sont peut-être inquiets face à cette éventualité. Peut-être n'ont-ils pas le temps, ne sont-ils pas informés, sont-ils remplis de soupçons face à ce courrier reçu de la part de leurs autorités. Peut-être que le contenu du courrier évoque des réactions que n'avaient pas imaginées ces rédacteurs. En tout cas, les conséquences de cette défaillance des politiques consistent à dire
que si effectivement les enfants peuvent bénéficier de cette allocation, ils sont inscrits d'office, ce qui a eu pour résultat de permettre à 12 millions d'enfants d'avoir accès à des petits déjeuners et des déjeuners nourrissants, équilibrés, auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Alors 12 millions, c'est un chiffre un peu abstrait, mais essayez de visualiser ne serait-ce qu'une petite partie de ces enfants qui défileraient devant le siège de l'OCDE. Je pense que nous serions tous assez émus, il faut bien le dire. Alors, l'assiette plutôt que la pyramide est un programme du ministère de l'Alimentation ou de l'Agriculture plutôt américain. C'est une orientation qui est donnée aux enseignants et aux parents pour les amener à réfléchir à une alimentation plus équilibrée. On voit un personnage, homme ou femme, on ne sait pas très bien, qui va vers le sommet de la pyramide, qui a les pieds nus, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Et il y a un petit espace blanc au sommet de la pyramide. Est-ce que vous voyez bien où va cette personne? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cet espace blanc? Est-ce qu'on perd du poids? Est-ce qu'on meurt? Il y a également des bandes de couleurs qui sont associées à différentes familles d'éléments. Le bleu, par exemple, ça correspond à quoi? Et le violet? Est-ce que vous arrivez à voir de quoi il s'agit? Pour ma part, je travaille dans ce domaine et je ne m'y retrouve pas, je dois le reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez ces produits alimentaires? Est-ce que ceux-ci ressemblent même à des aliments? Si vous regardez en bas à droite, là, il y a quelque chose qu'on reconnaît d'emblée. Il s'agit d'une chaussure, n'est-ce pas? On le voit tout de suite. Alors, est-ce qu'il s'agit pour les autorités américaines de nous encourager à manger nos chaussures? Nous avons donc remplacé cette pyramide par l'assiette que vous voyez ici, qui n'est peut-être pas parfaite non plus, mais qui met en œuvre cette idée du nudge en disant la moitié de ce qui est dans votre assiette doit être constitué de fruits et de légumes. C'est très simple. Et sans chercher à le faire, malheureusement, les politiques, trop souvent, nous mettent face à l'équivalent en termes fonctionnels de la pyramide que vous voyez ici à l'écran. Et lorsque les gens traînent des pieds, ce n'est pas qu'ils souhaitent faire opposition à ces incitations, c'est simplement qu'ils ne saisissent pas l'intention du message. Très souvent, les gens, en fait, quand ils sont amenés à réagir, sont confrontés à un message simple comme celui de l'assiette. S'il y avait bien une chose à retenir, ce serait la chose suivante. En permettant aux gens d'être inscrits d'office à des programmes d'épargne au Danemark, on obtient des résultats très largement supérieurs aux incitations fiscales. Et cela va bien au-delà des articles qui peuvent être publiés, éventuellement valoir des prix Nobel à leurs auteurs. Lorsque l'on s'appuie sur quelque chose qui ressemble à une incitation fiscale par opposition à une inscription d'office, à une sorte de règle par défaut, par exemple, pour ce qui est de ces exemples liés à l'énergie verte ou à l'alimentation des enfants que j'évoquais, eh bien les résultats sont tout autres. Pour ce qui est de l'énergie, un petit rapport permettant à chaque ménage de voir comment il se situe par rapport à ses pairs permet de réduire de 8 à 20% environ la consommation d'électricité. Ce sont là des outils qui sont extrêmement simples et beaucoup moins lourds à mettre en œuvre qu'une incitation fiscale qui a pourtant des effets beaucoup moins marqués. La simplification des démarches et des formulaires, je montrais tout à l'heure les étapes successives pour remplir un questionnaire, eh bien, cela me permet d'obtenir une augmentation très marquée des financements disponibles pour l'éducation sous forme de bourses d'études qui augmentent de plusieurs milliers d'euros grâce à cette simplification. Et l'un des plus grands poètes anglophones peut-être du XXe siècle, William Butler Yeats, disait « Il ne faut pas attendre pour battre le fer
qu'il soit chaud, il faut le chauffer en le battant. Merci beaucoup à vous. Eh bien, voilà qui nous donne à réfléchir. Nous allons pouvoir ouvrir la séance de questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question, n'oubliez pas de vous présenter. Et si vous avez des commentaires à ajouter à vos questions, je vous demanderai de bien vouloir ne pas dépasser 1 minute de temps de parole. Merci. Nous avons une question là-bas. Bonjour, Malène Crémès. Merci de cette présentation passionnante. Une question assez simple. Pour ce qui est, par exemple, de ces incitations fiscales, le fait d'informer les gens du fait que dans leur communauté, les gens paient ou non leurs impôts, est-ce que ces approches-là perdent de leur efficacité à mesure qu'elles sont utilisées de façon répétée ? C'est une excellente question. Nous n'avons pas véritablement d'informations quant à cette érosion potentielle de cette référence aux normes sociales. Il y a sans doute des contextes dans lesquels les gens se disent « Bon, très bien, je sors du lot, message reçu, mais je ne sais pas si les effets s'atrophient au fil du temps. » S'il y avait un parallèle à faire aujourd'hui, ce serait sans doute par rapport à ce que je disais pour l'information fournie en matière de consommation d'énergie par rapport à ces pairs. Les gens font évoluer leur comportement pendant 1 mois, mais pas nécessairement pendant 2 mois. Et il faut donc revenir à la charge et au bout de 2 ans de messages répétés, là, les comportements ont évolué pour de bon. Une question par ici. Hilaire Ziamo, je travaille dans le domaine du marketing et j'essaye d'appliquer les sciences comportementales à mes projets. Ma question est la suivante. Lorsque nous avons d'une part les valeurs d'une personne et d'autre part l'environnement, car en tant que spécialiste du comportement, on cherche évidemment à faire évoluer ce contexte, cet environnement pour amener des retombées en matière de choix, de décision. Car les gens nous disent parfois, moi je choisis toujours par rapport aux valeurs qui sont les miennes. Ce qui est vrai en partie, bien sûr. Mais je me demande ce qu'il en est de la pondération respective de ces valeurs et du contexte. Et je me demande si les comportementalistes devraient accorder davantage d'importance à cette dimension des valeurs et pas simplement à celle du contexte. C'est une excellente question. Alors effectivement, les valeurs des gens sont parfois, disons, en contradiction avec l'environnement qui ne leur permet pas de les exprimer. Et nous avons parfois des situations inverses. Il y a de nombreux exemples, par exemple en Europe, beaucoup de gens souhaitent avoir un comportement propice à la protection de l'environnement, mais pour y arriver, en fait, c'est plus compliqué que pour ceux qui ne cherchent pas à obtenir ce résultat. On pourrait aborder les choses autrement, en disant que les gens ont des intérêts, mais également des valeurs qui peuvent ou non converger entre elles. Si cela vous coûte de donner corps à vos valeurs, alors il y a une moindre probabilité que vous le fassiez. Il peut y avoir des coûts économiques au sens classique du terme, ou bien en termes de cette architecture des choix possibles que j'évoquais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple de ce que j'ai en tête, les gens ont tendance à donner moins à des œuvres caritatives que ce qui pourrait ressortir de leurs valeurs, en tout cas d'après ce qu'ils déclarent. Peut-être est-ce vrai, mais peut-être est-ce tout simplement lié au fait qu'il n'est pas toujours si facile que cela de donner de l'argent à de bonnes causes. Et il y a des programmes qui existent et qui vous permettent en un seul clic de faire un don. Et effectivement, lorsque les architectures de choix et les valeurs des gens entrent en contradiction, il faut que ces valeurs soient profondément enracinées pour que les gens persistent à aller contre une architecture qui leur coûte des efforts.
Merci. Alex Terem, directeur de l'Overseas Development Institute à Londres, où nous faisons beaucoup de recherches qui portent également sur la façon dont on peut concrétiser sous forme de prise de décision et de politique ce qui ressort de ces recherches. Alors d'après vos propres recherches et votre propre expérience, qu'auriez-vous à dire sur cet aspect des choses? Comment concrétiser ce qui ressort des recherches en termes de politique et de prise de décision? Eh bien, d'après ma propre expérience au sein de l'administration américaine, j'ai constaté que souvent c'était les problèmes, les enjeux, plutôt que la théorie qui finalement était le moteur. Si j'étais arrivé en disant, vous savez, il faut penser aux sciences comportementales avant tout, j'aurais vite été renvoyé dans mes pénates d'universitaire. Bon, je travaillais avec le président, certes, ce qui m'aurait peut-être épargné un tel sort, mais je ne pense pas pour autant que cela aurait été la bonne approche. Il y a bien sûr des niveaux de mortalité liés à l'activité professionnelle qui sont beaucoup trop élevés parfois. La question qui se pose est de savoir comment traiter le problème. Si effectivement on informe les personnes qui travaillent dans ce secteur du facteur de risque auquel ils s'exposent, ou si on leur parle du nombre de décès dans leur secteur, cela semble donner de bons résultats, ce qui veut dire que les gens sont plutôt favorables à de telles approches. Dans certaines régions, les émissions de gaz à effet de serre sont plus élevées qu'ailleurs, et il y a différentes façons de traiter un tel problème. On peut tout simplement faire participer d'office les gens à des sources d'énergie plus vertes. S'ils ont des difficultés de nature économique, on peut porter leur attention sur cet aspect des choses, non pas en les obligeant à faire quelque chose, mais en leur proposant des informations faciles à percevoir, dont on prend facilement conscience. Il y a donc sans doute un éventail d'outils, une boîte à outils, disons, conviviaux qu'il faut essayer de développer. Bonjour, Alexandre Mitropoulis de la direction de l'environnement de l'OCDE. J'avais deux questions très concises en réalité. Tout d'abord, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'effet des règles par défaut. Et vous avez parlé en particulier des règles par défaut vertes et du fait d'inscrire les gens, de leur faire souscrire automatiquement des contrats d'énergie verte. Première question, quels sont les effets distributifs potentiels de mécanismes de ce type? Certains font valoir l'idée selon laquelle les gens qui auraient un moindre niveau d'éducation, peut-être de moindres revenus, seraient moins susceptibles de faire évoluer leurs décisions. D'autant plus qu'il ne s'agit pas forcément, nous serons d'accord là-dessus, de les obliger à payer plus. D'autre part, vous avez parlé des approches axées sur les incitations, sur les nudges, comme étant plus favorables que d'autres approches. Et je me demandais à cet égard si vous pouvez nous donner des exemples dans lesquels les deux types d'approches peuvent aller de concert vers des résultats analogues. Très bien. Alors, si vous avez des exemples, par exemple, de personnes qui infligent des dommages à d'autres, très souvent, eh bien, les solutions sont fiscales. Il y a un économiste français qui avait théorisé des solutions correctes. Lorsque ces dommages, ces dégâts sont dus par exemple à des pollutions, il peut parfois s'avérer impossible du point de vue des politiques de mettre en œuvre des leviers fiscaux. Et si c'est le cas, une approche axée sur les incitations en douceur, sur les nudges, peut être mise en œuvre, éventuellement d'ailleurs de concert avec ces incitations fiscales.
si, par contre, les gens ont des comportements qui nuisent à leurs propres intérêts. À mon avis, la meilleure approche à mettre en œuvre est celle qui laisse ouvert l'éventail des choix et qui ne leur impose rien, mais qui leur propose simplement un GPS, comme je le disais tout à l'heure. C'est peut-être une approche un petit peu trop simplifiée pour aller vers une réponse à votre question. Je pense que vous avez tout à fait raison pour ce qui est de cette inscription automatique à un contrat d'énergie verte. Il y a deux aspects à cette question. Effectivement, les gens qui ont un moindre niveau de formation semblent être moins, disons, susceptibles de répondre favorablement à ces solutions par défaut que d'autres, peut-être parce qu'ils ont moins de temps libre. Deuxième aspect, le fait que lorsque l'on a de faibles revenus, on peut parfois être amené à réagir de façon différente en termes de prix. Si effectivement le prix est plus élevé et que vous avez inscrit d'office des gens qui ont des revenus faibles et qui vont malgré cela être obligés de payer plus, cela pose problème. Il y a sans doute des solutions qui tournent autour du fait d'évaluer cette dimension avant de procéder à l'inscription d'office. Sans vouloir trop jargonner, je crois que ce serait sans doute là la meilleure façon d'avancer. Il y a une autre question dans cette partie de la salle. J.D. Agarwal, Institut indien de finance à Delhi. Je me demandais comment les différents aspects de l'économie comportementaliste peuvent être pris en compte lorsqu'on essaye d'obtenir des résultats précis, que ce soit ou non, par la mise en œuvre d'approches axées sur le nudging. Car finalement, les résultats escomptés semblent être au cœur du problème. Alors effectivement, quand on essaye de faire des prévisions, imaginons par exemple qu'on essaye de prévoir ce que sera le PIB de l'Inde l'année prochaine, j'aurais tendance à vous faire davantage confiance à vous qu'à ma sœur, même si je fais une confiance absolue à ma sœur, elle n'est pas économiste pour autant. Autrement dit, les prévisions économiques de façon générale, obtiennent des résultats légèrement supérieurs, en tout cas, à ceux d'une affirmation aléatoire. Et si effectivement ils se trompent souvent, est-ce que c'est systématiquement le cas? Si on regarde les projections, par exemple, budgétaires, il y a parfois trop d'optimisme, mais il y a à cela un aspect lié au comportement, à savoir que les humains ont tendance à faire preuve d'un optimisme excessif qui va au-delà du raisonnable. J'aurais donc tendance à cibler un peu plus la question. Quels sont les types de prévisions et quels sont les types d'erreurs auxquelles vous pensez? Est-ce qu'elles sont aléatoires ou plus systémiques? Si elles sont systémiques, est-ce qu'il y a là des facteurs que l'on peut identifier qui permettent d'apporter des correctifs pour remédier au biais? Merci. Lily Kowa, je suis startup coach dans un incubateur d'entreprise ici à Paris. Merci pour cette magnifique présentation. Ma question est la suivante. Alors nous avons des unités monétaires pour mesurer les coûts économiques. Est-ce qu'il est imaginable ou souhaitable d'ailleurs de trouver des unités standards pour mesurer le fardeau, la charge mentale ou émotionnelle? On peut mesurer par exemple le nombre de clics nécessaires pour s'inscrire, ce qui correspond à une charge, à un fardeau supplémentaire. Mais est-ce qu'il y a une unité de compte que l'on pourrait mettre en œuvre et qui serait plus universelle et plus facile à quantifier? Une question vraiment très intéressante, merci. S'il existe un coût en termes de temps pour quelque chose, alors il devrait être relativement facile de transférer ça en chiffres économiques, à savoir la valeur d'une heure du temps d'un Parisien vaut X.
Ensuite, on peut multiplier ce chiffre par le nombre d'heures employées pour cette tâche. On retrouve donc l'idée que chaque nation dans ce monde devrait avoir un acte politique de réduction de la charge bureaucratique, à savoir faire l'inventaire de la charge de travail représentée par la bureaucratie dans ce pays. Par la suite, la monétarisation de cet effet est relativement simple. Cependant, une telle monétarisation ne prend pas en compte le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une heure, mais d'une heure désagréable. On a donc un coût hédonique qui est plus dur à retranscrire en des termes économiques. On a vu un rapport récemment qui devrait être publié sous forme de livre, qui s'appelle Admin. La notion avancée dans ce livre est qu'il y a un fardeau bureaucratique imposé au public et au privé, ce qui peut réduire la possibilité de profiter des biens et des services. La monétarisation, pour un économiste professionnel, n'est pas si dure que ça, de ses effets. Malheureusement, on vient de me dire que nous n'avons plus de temps. C'est ironique étant donné la question qui vient d'être posée, mais je vais profiter de mes pouvoirs en tant que modératrice pour poser une dernière question qui reprend ce que nous avons discuté avant cette réunion, à savoir ce qui s'est passé à Washington depuis le changement de gouvernement. Est-ce que les structures mises en place auparavant ont disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, si la question posée est comment permettre aux agriculteurs d'avoir des choses qui les protègent contre des catastrophes économiques, eh bien, le président Trump et l'ancien président Obama sont d'accord sur ces points. Et d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture actuel est bien renseigné sur les sciences comportementales. Donc, on peut utiliser ces effets. Donc, le Department of Justice, la trésorerie et les services humains ont ces outils à leur disposition et peuvent les déployer pour les tâches décidées par le gouvernement central. Il y a également un bureau d'évaluation. Bon, je rentre peut-être un peu trop dans le détail. Il y a un bureau d'évaluation qui utilise également ces outils comportementaux. Merci. Eh bien, j'espérais qu'on allait pouvoir finir sur quelque chose d'optimiste. Et en partie, c'est le cas, parce que non seulement ces outils existent, mais également ces outils sont utilisés. Et une fois ces outils mis en place, on les utilise. Sur ce, j'aimerais remercier le public d'avoir participé à cette réunion. Je sais que j'ai énormément appris aujourd'hui. Et j'aimerais surtout remercier Cass Sunstein d'avoir pris le temps de venir parler avec nous.